Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour depuis le studio de Radio Clapas 93.5. Voici votre émission bimensuelle « L'économie au service de l'homme ». C'est aussi la devise du CJD, notre mouvement de dirigeants d'entreprises responsables qui osent être dirigeants autrement et qui vous propose cette émission. Alors, notre monde est mal barré, c'est possible, mais pas fichu. Vous êtes au cœur d'une série. On parle des objectifs de développement durable de l'ONU, les ODD, pour sauver le monde. Et il n'y en a non pas un, ni deux, ni trois, mais 17. Ils sont universels, ils se déclinent pour un territoire, une ville, une entreprise, un citoyen. Et aujourd'hui, on joue les équilibristes avec la question de l'égalité des sexes. Alors, je suis Virginie et je souhaite dire bonjour à notre invitée Christina Lunghi, que nous accueillons avec nos deux animateurs jeunes dirigeants, Pierre, qui a lancé une société de services à domicile responsable, et Sandrine, qui est directrice responsabilité sociétale et transformation digitale dans un grand groupe pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sandrine et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Christina Lunghi. Alors, c'est qui Christina ? Eh bien, c'est une femme qui agit au quotidien dans le monde de l'entreprise sur les sujets de change et d'inclusion. C'est une femme d'engagement et une Européenne convaincue. Elle est à l'origine de certifications nationales, européennes et internationales sur tous ces sujets. Elle vous en dira plus pendant notre émission. Alors, je ne vais pas vous parler de Christina Lunghi sans vous dire qu'elle est également présidente fondatrice d'une ONG qui s'appelle Arborus. Elle a notamment été chargée de mission par la ministre de la Parité et de l'Égalité, Nicole Hamelin, pour la mise en place du label Égalité, lancé en 2004. C'est aussi Christina Lunghi qui a créé le label GIS, Gender Equality European and International Standard, dont l'opérateur est Bureau Veritas Certification. Ce label, il faut savoir qu'il est audité dans 41 pays et nous en parlerons également tout à l'heure. Alors son combat, c'est d'intégrer les discriminations multiples dans les stratégies mondiales des entreprises pour l'égalité des chances. Enfin, et je pourrais vous dire encore beaucoup de choses sur Christina Lunghi, elle est l'auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet de l'égalité et son dernier ouvrage, c'est le Plaidoyer pour l'égalité, année zéro, qui a été publié en décembre 2018. Alors avant de lui donner la parole, nous allons écouter maintenant Virginie et sa chronique Yin Yang. Égale Yang. Un jour de février 2021, je présentais à une classe de jeunes vingtenaires quelques enjeux sociétaux. Alors entre environnement, inégalité sociale, rapports économiques et géopolitiques, après les avoir bien assommés, j'arrive sur les objectifs de développement durable de l'ONU. À ce moment-là, Quentin lève la main. Madame, pourquoi l'égalité des sexes est l'un des grands objectifs ? Ça n'est quand même pas pareil que les autres, ce n'est pas si grave. Alors là, les jeunes femmes de la classe le U, les jeunes hommes appuient. Ah bah oui alors, il y en a que pour elles. Et me voilà devoir reprendre la barre d'échanges passionnés où le respect s'impose, naviguant entre évidence et incohérence. Tout est relatif. C'est la seule loi absolue, nous dit Auguste Comte. Et en France, on demande des comptes. Lois et incitations font avancer le sujet de la parité dans les univers professionnels, mais nous sommes encore loin de la parité dans les niveaux exécutifs et les femmes doivent toujours travailler 60 jours de plus pour atteindre la même rémunération qu'un homme. Par ailleurs, si la durée du travail domestique non rémunéré a diminué, les femmes y consacrent encore 1,5 à 2 fois plus de temps. Chaque 8 mars, c'est l'occasion de faire le point sur les droits des femmes. Ça avance, mais le compte n'y est pas. On progresse, mais doucement. Et pourtant, l'ONU estime que si les femmes occupaient des fonctions équivalentes à celles des hommes au niveau professionnel d'ici à 2025, la croissance du PIB, bien que ce ne soit pas mon indicateur préféré, serait potentiellement de 26%, plus d'un quart. Malheureusement, pour l'ONU, le champ de vision s'étend aussi à un champ de guerre ou d'après-guerre, dans lesquels les femmes ont subi, et encore aujourd'hui les subissent, la folie des hommes. Peut-être êtes-vous d'ailleurs un humain parmi 200 à descendre de Gengis Khan, ce conquérant mongol du XIIIe siècle, qui a créé l'une des plus puissantes civilisations de l'histoire de l'humanité, mais qui a laissé quelques 40 millions de cadavres sur son passage et qui avait bien compris l'arme de guerre sans pareille des violences sexistes et du viol.
car ce sont de terribles tactiques de guerre qui constituent une forme lente et répandue de meurtre psychologique. Les violences subies par les femmes constituent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. C'est la manifestation la plus aiguë de l'inégalité homme-femme. Hors guerre, on retrouve au catalogue, au choix, coups, violences psychologiques, viols, harcèlement, agressions sexuelles, mariage forcé, mutilation génitale, esclavage, exploitation sexuelle. La Déclaration des Nations Unies de 1993 les lie explicitement à la domination des hommes et à la subordination des femmes. 73% des femmes s'en déclarent victimes, 18% sous une forme grave. Et puis, on touche leurs droits les plus fondamentaux. Il y a la privation d'instruction, le refus d'accès à l'autonomie financière, à la protection juridique, le travail non rémunéré, etc. Empêcher un enfant de s'instruire n'a pas de sens. Et pourtant, alors que dans les pays les plus touchés par la pauvreté et l'insécurité, l'éducation des filles est une clé d'un avenir meilleur, car par leurs aspirations différentes et complémentaires, elles contribuent grandement au développement de la société. Et cela passe par l'éducation des garçons aussi. Selon le Forum économique mondial, il faudrait 216 ans à ce rythme pour voir l'écart économique disparaître entre les sexes. Mon élève, peut-être à juste titre, se sent loin de tout cela, mais imagine-t-il qu'un autre monde soit possible ? Un monde meilleur, à coup sûr, basant son système social sur un équilibre de l'autorité, du supérieur et de l'universel. Or, dans un monde aux repères bouleversés, qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Pas facile. Qu'est-ce qu'être une femme aujourd'hui ? Pas simple non plus. La nature nous conditionne, notre histoire et notre éducation reconditionnent, nos personnalités surconditionnent, les uns empruntent des codes des autres. Et où est ma place dans tout ça ? À la sauce chinoise, yin est l'opposé de yang. Mais yang a besoin de yin pour exister, et vice-versa. Le yin a du yang en lui, et vice-versa. Ces deux catégories opposées et complémentaires représentent tous les phénomènes de la vie. Le yin, représenté en noir, évoque par exemple le principe féminin, la lune, la fraîcheur, la réceptivité. Le yang en blanc évoque entre autres le principe masculin, le soleil, la luminosité, l'élan, l'action. Si l'un domine l'autre, cela ne ressemble plus à rien. Seulement yin et yang à parts égales forment un cercle parfait. Alors le monde tournerait-il mieux si on cherchait toutes et tous l'équilibre ? Parce que le ou la pire dans ce chemin vers l'égalité des sexes, ne serait-ce pas l'abstinence ? Eh bien, merci Virginie pour cette chronique qui est particulièrement chargée, en tout cas pour notre sujet sur l'égalité des sexes. Et en tout cas, de quoi faire réagir Christina Lunghi que nous accueillons maintenant. Merci d'être avec nous, Christina, aujourd'hui. Bonjour, je suis ravie de cette invitation, merci beaucoup. Alors, Christina, nous allons avoir bien sûr plusieurs questions à vous poser. La première qui me vient à l'esprit, c'est celle concernant Arborus, que vous avez créée en 1995, n'est-ce pas ? On dirait aujourd'hui que c'est une ONG qui est à mission. Et j'aimerais que vous puissiez nous en dire plus et surtout, quelle est la mission d'Arborus, sa raison d'être ? Alors oui, c'est à la mode de parler de raison d'être et de mission, mais c'est vrai qu'on n'a pas attendu la loi Pacte pour s'engager dans une vraie mission, puisque dès 1995, donc il y a 26 ans déjà, Arborus a été créé par mes soins avec une vraie mission d'intérêt général qui est une mission tout humble et modeste, c'est de changer le monde pour un monde meilleur, avec comme levier de changement, et c'est vraiment le cœur de votre émission, comme levier de changement du monde, le projet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'était une vraie vision qui à l'époque était complètement utopiste, puisque bien souvent on me disait mais c'est un non-sujet, le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde du travail, mais c'est une prise de conscience que j'ai eue dans mon parcours professionnel. Moi, je démarrais tout juste ma vie professionnelle en tant qu'attachée des affaires européennes à Bruxelles. Et c'est en voyant un poster sur un mur à la Commission européenne où il y avait le palmarès des pays européens qui mentionnait donc leur positionnement en matière d'égalité que j'ai vu que la France était avant-dernière avant la Grèce. Alors ça a beaucoup changé heureusement depuis, mais là j'ai pris une grosse claque et quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose et j'ai donc créé Arborus dans cette perspective d'abord de comprendre pour agir.
Et donc, c'est cette action que je mets en œuvre depuis 26 ans avec ce projet, qui est un projet qui concerne tout le monde et à tous les niveaux et à tous les échelons, que ça parte de la petite enfance jusqu'à la plus grande entreprise ou les sphères de pouvoir, finalement. D'accord. Donc, en gros, vous faites vraiment de l'égalité un levier des changements, si on comprend bien. Absolument, absolument, parce que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un raisonnement tout simple que tout le monde peut comprendre. Quand vous n'êtes pas en situation d'équilibre, vous êtes en situation de déséquilibre, et donc ça ne va pas. Et le monde est constitué de deux pôles, un pôle féminin, un pôle masculin. Il y a presque autant, un peu plus de femmes que d'hommes sur la planète. Et donc, si vous créez un déséquilibre entre ces deux pôles, et dans la chronique de Virginie, c'était très bien mentionné sur le yin, le yang, sur l'animus, l'anima de Jung. Enfin, on pourrait reprendre vraiment cette notion de dualité les deux opposés qui s'épaulent. Si vous créez un déséquilibre, à ce moment-là, le monde va mal. Et le monde va mal depuis très longtemps, puisque ce système, en fait, le constat, c'est que nous vivons dans un monde de domination masculine depuis des millions d'années, que il a été accepté pour des tas de raisons, notamment des raisons médicales, puisque tant que les femmes n'étaient pas libres de leur corps, elles étaient à la merci finalement de cette domination. Aujourd'hui, elles sont libres de leur corps, donc libres de faire carrière et de pouvoir être autonomes financièrement. Donc c'est une possibilité de s'autonomiser complètement et du coup de faire ce travail que nous faisons pour beaucoup d'entre nous de rééquilibrage interne entre notre féminin et notre masculin. Et là, on va pouvoir projeter un nouveau monde. Mais ce nouveau monde que je décris dans mon livre Année Zéro, où je dis, s'il y avait l'année zéro, ce serait formidable de se dire, avant, il n'y avait pas d'égalité, et à partir de l'année zéro, il y a l'égalité, et du coup, le monde change. Et il change en mieux, évidemment. Mais ça nécessite un énorme travail. C'est ce que j'appelle une révolution silencieuse, parce que ça remet en questionnement tous nos systèmes d'organisation. Et grâce aux outils méthodologiques que j'ai pu réaliser depuis toutes ces années, et travailler notamment avec des grandes entreprises, on commence avec les outils de structuration que sont les labels, à modifier les systèmes d'organisation et la culture qui va permettre à terme d'arriver à cette égalité. J'y crois beaucoup. Bonjour Christina, donc c'est Pierre. J'ai envie de vous poser une première question, vu que ça fait 26 ans que vous avez ce combat qui vous tient chevillé au corps. Je me posais la question de l'évolution depuis ces 26 dernières années. Qu'est-ce que vous avez vu est-ce que vous avez déjà vu un changement ou est-ce que finalement il y a tellement de travail que ça évolue très lentement, ou est-ce qu'il y a des vraies prises de différence aujourd'hui dans notre monde actuel ? Alors oui, Pierre, vous avez raison. Depuis 26 ans, j'ai quand même vu pas mal de trucs évoluer dans le bon sens, heureusement. Mais c'est pas un combat pour moi. C'est vraiment, quand vous parlez d'entreprise de mission, c'est vraiment plutôt une mission. C'est vraiment un objectif. C'est ce qui me fait lever le matin. Et moi, je me lève pas pour me battre, mais je me lève vraiment parce que j'ai la conviction profonde que on peut chacun, à son échelle, quel que soit notre âge, quel que soit l'endroit où on vit, on peut faire changer les choses. Et donc, c'est ça qui me motive tous les matins quand je me lève. Et en plus, je suis d'autant plus motivée que j'ai 2 enfants et que j'ai pas envie de leur laisser un monde dévasté tel qu'il est quand même aujourd'hui. Alors, l'évolution que je vois, déjà quand j'ai démarré en 1995, on m'a dit t'es folle, pourquoi tu vas pas bosser dans une grande entreprise, pourquoi tu pourrais faire une belle carrière avec les études que tu as faites et tu te mets dans le non-profit sur un grand fantaisiste. Et vraiment des grandes organisations me disaient que c'était vraiment pas un sujet. Et j'ai vu les choses changer parce qu'on a pris à bras le corps un premier sujet qui était plus simple peut-être à aborder, qui était celui de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle familiale. Donc ça a été le premier sujet qui a été mis sur la table, notamment par les organisations syndicales. Et puis ensuite, il y a eu les sujets de la parité en politique en 2000 qui ont quand même pas mal fait bouger les mentalités en se disant oui, quand même il y a un truc qui va pas, il y a autant de femmes électrices que d'hommes électeurs et il n'y a pas de femmes représentées. Donc là il y a vraiment un problème de démocratie. Ça a fait quand même bouger les lignes en termes de raisonnement, et puis tous les travaux qu'on a menés avec les différentes législatures sur l'égalité professionnelle, où on s'est dit si à la parité en politique, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas quelque chose qui bouge au niveau
au niveau de l'entreprise. Et là, on a eu la loi de Catherine Génisson avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui a mis en place tous les dispositifs de pédagogiques, j'allais dire, pour les entreprises, et puis toutes les lois qui ont suivi. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas allumer une radio, vous ne pouvez pas lire un journal sans que ce sujet ne soit abordé. Donc on a beaucoup changé. La loi sur les quotas a fait évoluer aussi le nombre de femmes qui nous positionnent aujourd'hui en première position au niveau européen. Donc mon fameux poster ne serait plus valable à ce niveau-là. Et on voit que les choses changent. Là où ça a du mal à changer, c'est sur les mentalités, c'est sur la culture. Et la crise du Covid nous a remis vraiment face au problème de façon magistrale, puisque pendant le premier confinement, les femmes ont disparu. Il n'y en avait plus dans les médias, il n'y en avait plus à la télé, il n'y avait plus de femmes, il n'y avait pas de femmes médecins qui s'exprimaient. Enfin, on n'avait que des hommes qui s'exprimaient partout. Et une enquête du BCG qui vient de paraître sur les conséquences du Covid est très intéressante sur le télétravail, puisqu'on pourrait dire que les femmes qui finalement travaillaient à la maison étaient dans les moins défavorisées, c'est plutôt les catégories cadres. Et bien même chez les catégories cadres, on voit que 30% des femmes n'avaient pas un espace isolé par rapport à leurs conjoints dans les appartements pour travailler. Donc les hommes avaient visiblement un bureau, un espace qui s'était aménagé, et les femmes travaillaient dans la cuisine ou dans la salle à manger. 50% des femmes étaient plus interrompues que les hommes par les enfants, par les problèmes d'école, de livraison à domicile, etc. On a vu 30% de plus du coup de femmes en situation d'anxiété, avec la charge mentale, etc. Donc ça nous a remis complètement dans ce problème de spécialisation des rôles sociaux entre les femmes et les hommes, où on se dit que la fameuse phrase de Simone de Beauvoir est malheureusement tout à fait valable, c'est que une guerre, etc., pour que tout soit remis en cause. Et oui, on évolue, oui, on avance, mais les retours en arrière sont toujours là. On a des retours aussi aux extrêmes, aux extrémismes, au conservatisme, qui veulent ramener les femmes dans des rôles beaucoup plus traditionnels. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un retour en arrière. Et il faut quand même se rappeler une chose, c'est que les progrès, si on met de côté le droit de vote qui était tout à fait politique en 1944 pour la France, mais les vrais droits acquis ont commencé dans les années 60 avec un pic en 70 et c'est très très récent. Donc à l'échelle de l'humanité, c'est sûr que les retours en arrière sont toujours possibles. Et si vous regardez au niveau ensuite mondial, et les Nations Unies sont très très à l'écoute de cela. Les violences sur les femmes sont phénoménales. Donc on est vraiment loin du compte. Complètement. Alors on reviendra sur ce sujet-là, notamment sur celui de la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Vous avez parlé aussi de retour en arrière. Et plus que vous poser des questions, je pense qu'on pourrait tout à fait vous apporter aussi des témoignages parce que bizarrement, je me sens concernée, même si là, je dois être vigilante dans ce que je dis puisque en face de moi, j'ai celui avec qui je partage ma vie et qui ne sera peut-être pas d'accord. Qui fait certainement pas. Certainement pas. Ça, la charge mentale, on en prend aussi. Parlons charge mentale. Je pense que là, il y a un vrai sujet autour de la charge mentale. Vous avez parlé effectivement de la Covid avec... justement, à la fois, en tout cas, on peut dire que cette crise, elle a d'un côté accéléré des progrès technologiques, ce qu'on peut peut-être voir comme une bonne chose à certains égards, mais on voit aussi le risque d'accroître les inégalités telles que vous les avez évoquées tout à l'heure. Alors justement, ça aurait été intéressant de creuser ça un petit peu plus parce que vous avez une vision inclusive. Comment concrètement cela touche chacun et chacune d'entre nous Écoutez, on a tous heureusement une vie autre que le travail. Donc là, je pense qu'absolument tout le monde est concerné, même les personnes parce qu'on met beaucoup l'accent sur la petite enfance, ce qui est quand même dommageable. Moi, j'ai toujours plaidé pour qu'on mette aussi l'accent sur les ados, parce qu'un petit enfant, finalement, si vous avez une bonne nounou, une cousine, quelqu'un, une bonne baby-sit, il est pas malheureux, le petit enfant, s'il est chez lui ou s'il joue, il n'y a pas de problème. Par contre, les ados, si on n'est pas là, ça peut être vraiment un virage dans la vie qui peut être dramatique. Et puis un ado, ça parle pas à la demande. Je pense qu'il y a aussi le problème de l'adolescence qui n'est pas suffisamment
développé. Même dans les accords d'entreprise, moi je pousse beaucoup là-dessus. Il y a quand même très très peu d'accords qui en parlent. Donc on est tous concernés. Et puis on n'a pas que ça. Il y a des gens qui ont des activités sportives, des activités associatives diverses et variées. Donc la vie n'est pas que l'entreprise. Et ce que la crise du Covid nous a quand même renvoyé à la figure là aussi, c'est qu'on était vraiment hyper mal organisé et qu'on pouvait organiser les choses complètement différemment. La preuve, c'est que à un moment donné, on était tous à la maison, tous les cols blancs, on travaillait de chez nous. Ce qui n'est pas la même chose pour les cols bleus, etc. Donc là aussi, on voit bien qu'on a des catégories de population qui ne sont pas traitées par la force des choses de façon identique, et que il y a vraiment une réflexion aussi à avoir sur la pesée des postes, sur à mon avis aussi sur les salaires. Enfin, ça va au-delà. Mais cette conciliation des temps, je pense que elle fait vraiment partie d'une redéfinition des rôles de chacun et surtout de nos ambitions personnelles. Finalement, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne doit pas s'occuper de ses enfants, ou parce qu'on est une femme qu'on doit s'en occuper. Il y a des papas poules, il y a des mamans poules, il y a des femmes qui ont pas spécialement envie. Enfin, je pense que ce qu'il faut, et on est dans une société individualiste, ce qui est très bien. Il faut pas oublier le sens du collectif, mais l'individu est sacré. Et je pense que là, ça devrait permettre à chacun d'avoir cette réflexion, de savoir, mais c'est quoi ce que j'ai vraiment envie de faire? C'est quoi qui me rend vraiment heureux? C'est comment j'ai envie de m'épanouir dans ma vie de couple, dans ma vie avec ma famille, dans mon travail, et s'autoriser justement toutes les possibilités, parce qu'on peut aujourd'hui, avec les moyens techniques et technologiques, faire plein de choses différentes. Donc là, on est tous en couvre-feu à 18h. On s'est organisé différemment pour faire nos courses autrement, pour plein de trucs. Ça veut dire que finalement, cette crise sanitaire, elle est sur plein d'aspects, elle est très très positive, parce que elle nous démontre qu'on peut vraiment faire autrement. Après, est-ce qu'on sera capable de le concrétiser et de faire changer les systèmes? Ça, c'est un autre sujet, parce qu'il faut une volonté politique, et même si on est dans un quinquennat de l'égalité, on voit bien qu'on a beaucoup de difficultés à ancrer cela dans les faits. Mais je pense qu'individuellement, et surtout les générations plus jeunes, sont très 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 demandeuses d'avoir l'ouverture sur tout ce que le monde actuel propose. Hier, je suis allée visiter un truc extraordinaire, vraiment extraordinaire. En faisant ma petite promenade digestive pour ne pas rester enfermée toute la journée, je tombe au Monoprix, donc c'est à Paris, avenue des Ternes. Ça s'appelle Cabine. C'est génial, c'est des petites cabines, comme des cabines téléphoniques super jolies, avec dedans, c'est comme un TGV, vous savez, l'espace carré où on peut être à 4. C'est des salles de réunion qui sont comme ça, qui vont poser alors ils vont commencer dans le 17e et puis ils vont, j'espère, le généraliser pour que les gens puissent avoir des réunions un peu n'importe où et sortir vraiment du cadre de l'entreprise alors c'est formidable pour les auto-entrepreneurs, c'est formidable pour ne pas avoir à se déplacer quand on peut le faire dans son Monoprix ou dans la mairie ou dans la gare à côté de chez soi. Enfin, il y a tellement de trucs géniaux qui sont inventés en ce moment que je me dis, tout est possible. Maintenant, c'est nos têtes, c'est nos mentalités qu'il va falloir changer. Et ça, c'est plus dur. J'avais envie de rebondir sur ce sujet-là, parce que j'ai bien entendu dans votre propos introductif que finalement, on arrivait à changer des choses, que ce soit, par exemple, dans la parité, dans la politique. Alors, dans l'entreprise, il y a effectivement des lois qui ont été construites plutôt pour les grandes entreprises. C'est-à-dire que nous, TPE, PME, on n'est pas aujourd'hui, on va dire, contraints avec ces lois-là, même si finalement, c'est peut-être moins un sujet chez nous. Et quoique. Donc, moi, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce que finalement, cette parité dans la gouvernance des entreprises, par les quotas, c'est peut-être quelque chose à pousser, parce que finalement, ça marchait en politique, donc pourquoi ça ne marcherait pas dans les entreprises et notamment dans les conseils d'administration? Donc ça, on pourrait toujours le pousser au niveau du cadre législatif. Et la deuxième question, qui est plus justement sur la mentalité et la culture, c'est quels sont les freins et les blocages aujourd'hui dans les mentalités, dans la culture que vous avez pu repérer? Parce que moi, j'ai 2 ados à la maison, donc je me dis, qu'est-ce que je vais rater dans leur éducation?
Bon, il faut pas dire qu'est-ce que je vais rater, parce que je pense que ce qu'on rate jamais quand on aime ses enfants. Donc, mais il faut sortir de cette culpabilité. Mais pour reprendre les deux points sur les quotas, il faut vachement relativiser le truc. D'abord, en politique, si vous regardez, on n'a pas la parité à l'Assemblée nationale. Si vous regardez dans les partis politiques, il y en a qui préfèrent payer des sanctions plutôt que d'avoir la parité. Donc, on est loin du compte. Et après, même quand on a la parité, faut écouter encore aujourd'hui ce qui se dit à l'Assemblée nationale. Quand on est une femme, on en prend vraiment pour son grade. Donc, on est vraiment loin du compte. Pour les quotas dans les conseils d'administration des entreprises du CAC et du SBF 120, on y est, c'est sûr. Mais il y a quand même un sujet, moi, qui me tient à cœur, c'est le cumul des mandats. Vous avez quand même aujourd'hui, et les femmes c'est pareil que les hommes, des cumuls qui font que quand vous avez 5 mandats qui ne sont pas pour d'autres hommes ou d'autres femmes. Donc là, il y a un vrai sujet aussi par rapport à la gouvernance, par rapport au pouvoir. Les gens ont du mal à lâcher le pouvoir, à lâcher l'argent. Donc là, il y a un vrai sujet aussi. Ce qui n'empêche que quand vous descendez dans la hiérarchie même des grands groupes, à part les entreprises ultra engagées, et heureusement il y en a, vous n'avez plus la représentation paritaire, loin de là. Donc, et vous n'avez pas non plus l'égalité salariale. Donc, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Sur les freins, les freins, sont les quotas, enfin tout ce que je viens de vous dire, c'est la conséquence des freins. En fait, le frein majeur, il y a 2 freins. Il y a un frein qui est celui de cette domination masculine dont on n'arrive pas à se défaire et qui fait que pour beaucoup de femmes encore et pour beaucoup d'hommes, c'est normal que les femmes soient reléguées à des postes un petit peu moins bien, etc., etc. Quand vous avez le pouvoir, le lâcher, c'est très difficile. C'est très difficile parce que le pouvoir, il est lié à l'argent, il est lié à des attributs, il est lié à un statut social, etc. C'est très, très compliqué. Et donc là, on rentre dans d'autres systèmes de valeurs que les nouvelles générations sont en train de petit à petit mettre en place d'une autre manière. Avec, on voit bien, il y a plein de jeunes super. Si je peux me permettre, on voit bien qu'il n'y a pas qu'un problème de domination masculine, parce que vous l'avez dit juste avant. Moi, ce que j'entends aussi, par exemple, c'est que certaines femmes cumulent les mandats dans les conseils d'administration. Donc elles-mêmes ont des problèmes pour lâcher finalement le pouvoir et l'ego. Donc finalement, c'est un sujet qui est transgenre, ce sujet de transgenre, je sais pas si on non, peut dire mais ça. Ce que je veux dire, qui dépasse les genres de masculin et féminin. C'est-à-dire que c'est un sujet plus finalement de société individualiste. Mais est-ce qu'il y a un rapport au pouvoir qui est différent de manière globale chez les hommes ou chez les femmes? Tu vois, on a des traits de personnalité qui peuvent être un peu différents. Mais justement, est-ce que c'est ce qu'on vérifie sur le terrain, comme vous dites? Parce que, en fait, le vrai sujet, c'est la domination des uns sur les autres. Et c'est le modèle que ça donne. Donc, si votre modèle, c'est le modèle masculin, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez adopter ce modèle-là. Et c'est ce modèle-là qu'il faut changer. Parce qu'on voit bien que ce modèle-là ne nous emmène pas vers le bonheur, ne nous emmène pas vers l'équilibre, ne nous emmène pas non plus vers la productivité. Et donc, on voit bien que la limite de l'exercice, ça nous a conduit à quoi? À détruire notre planète. Mais ça va pas du tout. Il va falloir que ça change et très très vite. Donc moi, mon message pour le 8 mars, c'est vraiment un message d'urgence et de solidarité. Parce qu'il y a urgence. Parce que si on continue comme ça, dans 10 ans, nos enfants, on est sûr qu'ils vivront dans un monde non vivable, non durable. Et donc ça, c'est notre responsabilité. Et il est donc urgent de changer. Que ce soit homme ou femme, le problème n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de système. Et c'est un système de domination masculine. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec MeToo. Et maintenant, avec l'inceste, c'est le dernier tabou de la domination masculine qui est en train de s'effondrer. Donc, on voit bien qu'on est au bout du truc. C'est pas du tout évident parce que tout le monde ne le comprend pas et que les habitudes, la culture, etc., l'éducation font que on est tellement habitué à tout ça qu'on le voit même pas. Mais si on prend un tout petit peu de recul, on se dit on a tous les prémices d'une révolution historique, d'un changement complètement d'air. Ça prend du temps. Oui, pardon Christina, je me disais que ça pouvait être un bon moment pour qu'on reprenne après ce mini entracte nos échanges juste après.
Donc Christina Lunghi, merci beaucoup de venir nous éclairer sur cette complexe question de l'égalité des chances. On vous propose juste un court entracte. Vous êtes toujours sur Radio Clapas 93.5 dans l'émission du CJD, une association de 5700 dirigeants d'entreprises qui osent mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi ni mot doux, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco, si en plus elles sont costauds. T'as peur des filles, assis seulement c'était des gars. Peur des filles, elles préparent un sale coup, ça se voit. Peur des filles, elles sont bien pires que ce qu'on croit. Peur des filles, t'as peur des filles, elles se transforment une fois par mois. Peur des filles, elles ont pas la même chose en bas. Peur des filles, ça pourrait faire des dégâts. Peur des filles. Christina Lunghi, merci d'être avec nous. Vous nous avez parlé tout à l'heure du label GIS que vous avez créé et puis un label sur la diversité. Donc vous qui croyez aux initiatives volontaristes, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus de ces labels ? Avec plaisir. Alors déjà peut-être un tout petit mot sur la raison d'être justement de ces labels. C'est que dans la suite du label que j'avais créé pour le gouvernement français, des entreprises avec lesquelles je travaillais donc au plan national m'ont demandé de leur créer un outil structurant et un outil de mesure pour l'échelle européenne d'abord, puis internationale. Donc c'est comme ça qu'est né le label GIS. C'était vraiment une demande des entreprises, donc quelque chose de très pragmatique. C'est un label qui est universel, donc le référentiel s'applique absolument partout dans le monde, quelle que soit la culture, le cadre législatif, pour qu'on soit vraiment sur un terrain d'égalité et quelle que soit aussi la taille de l'entreprise, puisque tout à l'heure a été posée la question des PME, et je pense que c'est très très important que le tissu
des PME, qui est quand même le tissu qui génère le plus d'emplois, hein, c'est quand même 80% de l'emploi en France et dans le monde, soient concernés bien évidemment par tous ces sujets. Alors on travaille sur la base d'abord on fait un audit avec Bureau Veritas Certification sur la base d'un référentiel sur les femmes et les hommes. Ensuite, on peut ajouter une dimension inclusive et non pas une dimension de minorité regardées les unes après les autres, mais vraiment de se dire, je regarde mes effectifs femmes-hommes, par exemple mes recrutements de femmes et d'hommes, et je regarde combien j'ai de femmes recrutées en situation de handicap et d'hommes recrutés en situation de handicap. Et on va comme ça dérouler tous les process alors je prends le handicap parce que c'est une obligation légale en France, mais on peut prendre tous les sujets de diversité que l'on veut et les analyser de cette façon-là. Et les entreprises sont très heureuses parce que ça permet à tous les départements qui sont souvent très cloisonnés, la mission handicap, la mission LGBT, de pouvoir travailler. Donc ça, c'est aussi au niveau des équipes une dimension inclusive qui nous permet d'aller très loin. Je me rappelle avec la Maison du Chocolat, par exemple, on avait travaillé sur le label et sur des populations, donc des femmes qui étaient dans les ateliers, qui fabriquaient les confections pour la vente, et on s'était rendu compte que ces femmes-là, elles n'écrivaient pas le français et elles ne lisaient pas le français, ce qui leur posait des problèmes par rapport à la scolarité de leurs enfants. Et ça nous a permis, dans le cadre du label, de mettre en place de la préparation du label, de mettre en place des ateliers d'alphabétisation, et les femmes étaient ravies parce que ça leur a permis aussi de gagner en confiance, mais de gagner aussi en parentalité. Donc, on est vraiment sur cette dimension inclusive. Et puis, on a rajouté les SDGs sous forme d'un trophée et qu'on remet aux Nations Unies chaque année. Et ensuite, grâce à la crise sanitaire, quelque part, qui a accéléré formidablement le digital, la numérisation, etc., on s'est beaucoup interrogé sur l'intelligence artificielle et nous avons lancé le label GIS AI, qui permet donc d'être audité sur l'ensemble des critères RH, mais dans une dimension aussi de vérification que les algorithmes ne viennent pas détruire toutes les politiques d'égalité. Et puis une charte qui sensibilise tout le monde. Et donc j'invite toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ou les associations qui nous écoutent, ou les collectivités territoriales, à signer cette charte, parce que plus on sera nombreux. Elle est complètement gratuite et sans engagement juridique, mais c'est un outil de sensibilisation pour permettre de comprendre que le cap du 21e siècle, ce sera le siècle de l'intelligence artificielle, il faut que les femmes en fassent partie. Là, c'est un enjeu. J'avais donc culture. une question par rapport à tous ces outils. Donc, si je comprends bien, il y a des chartes, il y a des référentiels GIS, etc. Moi, je suis patron d'une entreprise qui a 6 personnes. Comment je mets ça concrètement en place dans mon entreprise? Est-ce que c'est pas... moi, dès que je vois un label, je vous avoue que ça m'hérisse un peu les poils parce qu'il y en a partout des labels, donc on ne sait plus lesquels choisir. Donc concrètement, par rapport à la discussion qu'on a eue au début de l'émission, est-ce qu'avec ce genre d'outils, de chartes, de labels, je vais pouvoir finalement avoir une entreprise qui est peut-être moins dominante masculine et donc qui va être plus coopérative, et comment je vais pouvoir utiliser finalement ces outils-là concrètement dans mon entreprise pour la transformer au quotidien? Alors, c'est une très bonne question parce que, évidemment, on réfléchit sur des entreprises qui ont assez de collaborateurs et de collaboratrices pour mettre en place des stratégies et avoir une vision un peu plus long terme. Quand on est une petite entreprise de 6 personnes, et moi-même je suis chef d'entreprise, donc je sais ce que c'est, on peut avoir des valeurs très très fortes, et au contraire, plus on est petit, je pense, plus on a des valeurs fortes, mais on n'a pas peut-être la même marge de manœuvre que quand on s'appelle L'Oréal, clairement. Donc les labels, donc quand vous êtes 6 personnes dans votre entreprise, je pense que c'est vraiment pas un outil pour vous. Pour le moment, il faut quand même qu'il y ait une croissance un peu en termes de people, en termes de ressources humaines. En revanche, signer la charte sur l'intelligence artificielle, ça c'est un acte fondateur parce que ça vous inscrit dans une mouvance de modernité, d'innovation,
Et ça permet, en signant cette charte aussi, d'une part de vous faire connaître, puisque vous apparaissez sur le site d'Arborus, etc. Et puis, ça vous permet aussi d'en parler en interne, d'avoir des débats sur le sujet, de vous sensibiliser sur un vrai argument, parce que là, on enregistre une émission de radio, on utilise des outils digitaux, on est tous sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle fonctionne à plein dès qu'on ouvre notre ordinateur, etc. Et donc là, il faut quand même être conscient des enjeux et du fait que si les femmes ne participent pas à ce virage du 21e siècle, là, on va louper la partie. Et on comprend bien, Christina, la nécessité de cet équilibre entre les hommes et les femmes. Dans l'entreprise, comment convaincre, peut-être sur le thème de la performance, que les entreprises aussi ont intérêt à aller vers plus de mixité, notamment dans les niveaux exécutifs? Oui, alors bien sûr, sur la performance, il y a de nombreuses études qui ont été faites. La plus célèbre étant celle de McKinsey, qui fait des corrélations entre le nombre de femmes dans des business units, dans la gouvernance et la productivité, le chiffre d'affaires, etc. Mais au-delà d'arguments qui viennent justifier l'égalité, on devrait même pas rentrer dans ces considérations. On devrait se dire c'est normal qu'il y ait des femmes et des hommes dans les entreprises, dans les collectivités, dans la politique, partout. Donc, il n'en reste pas moins qu'il y a des études que je trouve assez intéressantes, et moi-même, j'ai participé d'ailleurs à cela, puisque pour les 20 ans d'Arborus, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, nous avions fait une étude sur la performance au féminin. On s'orientait sur, je sais qu'il y a des cafés, comme les Segafredo, les Italiens, enfin plusieurs entreprises avaient fait ça. Ils avaient mis en place des lignes de production que d'hommes, que de femmes et mixtes, et c'était les lignes mixtes qui étaient les plus productives. Donc, parce que c'est ce qui va engendrer le plus de complémentarité, le plus de dialogue, le plus de créativité, le plus d'émulation, et créer donc le plus aussi de, entre guillemets, rentabilité, même si j'aime pas bien parler de ça pour des individus. Mais voilà, donc ce que je peux en dire, en tous les cas, c'est sûr que l'école mixte, l'éducation mixte, la famille mixte, tout ce qui peut être mixte est porteur évidemment de regard et de vision et de créativité. A priori, on a aussi compris que dans l'agenda proche, il y a un gros événement que vous allez monter à Bercy. Vous pourriez nous dire Absolument. un petit peu ce qui va se passer justement un peu de fondateur et à partir de cet événement-là, et quel est le message le plus important que vous voulez faire passer à travers cet événement à Bercy? Bien sûr. Alors, à Bercy, on va fêter les 1 an de la charte sur l'intelligence artificielle inclusive qu'on a lancée l'année dernière en plein Covid avec le groupe Orange, en partenariat avec Orange, qui est vraiment très, très engagé sur ces sujets, bien évidemment. Et puis, Cédric O, secrétaire d'État au numérique. S'ajouteront cette année à tout cela Elisabeth Moreno, qui est notre ministre de l'égalité, les Nations Unies avec le Forum Génération Égalité et le comité CIDO. Donc on aura quelque chose d'important, et on va présenter toutes les entreprises signataires en disant voilà ce qui se passe, voilà l'intérêt. On a des grandes, des moyennes, des petites entreprises, des associations qui sont sensibilisées à ce sujet, et on va continuer cette campagne. Donc c'est vraiment pour continuer cette campagne. Et puis on va remettre le premier trophée du premier label obtenu sur l'intelligence artificielle, le GIZ AI, au groupe Orange. Donc Stéphane Richard, qui est le président d'Orange, viendra à Bercy pour que nous lui remettions ce premier trophée. C'est vraiment un message très puissant qu'on veut lancer pour dire l'égalité doit être au cœur de ce virage presque civilisationnel qu'est l'intelligence artificielle. Ça change tout dans nos vies, et il faut absolument que l'égalité soit respectée, parce que les premières expériences qu'on a, les premiers retours qu'on a sur cette intelligence artificielle, qui serait là aussi exclusivement masculine, sont assez détestables, et franchement, ça fait peur. Donc, il faut vraiment y mettre du lien, des valeurs, du soft skills, de stopper les biais, puisque l'intelligence artificielle, finalement, ce n'est que la matérialisation de l'existant. Et si l'existant est biaisé, la data biaisée fait que on va amplifier le biais. Et voilà, donc c'est tous ces arguments-là qu'on veut poser sur la table pour construire un monde meilleur.
Merci beaucoup, Christina. Donc, on vous donne rendez-vous à Paris-Bercy le 8 mars, il me semble. 15. journée 15 mars, de la... pardon, 15 mars. Ah, une Ce sera semaine le après 15 la avril. journée des Non, droits. le 15 avril, très précisément. Le 15 8 mars avril. étant la journée internationale de la femme. Des droits de la femme. Exactement. Des droits de la femme, exactement. Attention. Des droits de la femme. L'heure tourne sur Radio Clapas 93.5. Sandrine, Pierre, je suis sûre qu'il y a une dernière petite remarque, une dernière petite question qui vous titille avant de conclure. Eh bien, alors moi, c'est pas une question, c'est en tout cas, je vais rebondir sur ce que vous nous proposiez, Christina. Vous avez parlé d'une belle charte qui vise à renforcer justement les messages auprès des entreprises. Donc, écoutez, pour ce qui est des adhérents du CJD de Montpellier, nous allons faire passer aux 110 adhérents de notre belle association cette charte qui, je l'espère, va renforcer ce message de la mixité, de l'égalité. Parce que si on touche les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, nous touchons donc nos collaborateurs et nous touchons les citoyens, les hommes et les femmes qui la composent. Donc voilà, nous, pour pouvoir s'inscrire en tout cas davantage dans cette dynamique-là, et être acteur du changement, eh bien, je vais repartir avec cette charte que je transmettrai à l'ensemble des adhérents. Et cette charte qui, du coup, vient donner des exemples très concrets et des choses assez opérationnelles qui peuvent être mises en place dans les entreprises. Qu'elles soient petites ou grandes. Absolument, qu'elle soit petite ou grande. Et donc, le logo du CJD de Montpellier sera sur la présentation de Bercy. Waouh! Pierre, la voix masculine de cette émission. Moi, ce que je retiens de notre échange aujourd'hui, c'est que finalement, l'égalité des sexes est au-delà des sexes en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un modèle finalement de domination masculine qui est finalement assez détestable de ce qu'on entend. Et les hommes que je peux représenter aujourd'hui pour les auditeurs sont aussi dans le yin et dans le yang. Ils ont aussi une part de féminin. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on forcément on est dans la domination masculine, mais que un modèle différent, qui peut être un modèle de leadership coopérant, est peut-être une voie, en tout cas pour les hommes que je représente. Et pour les femmes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont finalement ce modèle de référence qui leur a été inculqué dans leur éducation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et moi, j'ai 2 ados filles en ce moment. Et en tout cas, ce que j'ai envie de leur transmettre et garder en elles, c'est qu'effectivement, un modèle vertueux est certainement un modèle plus coopérant, comme mode de progression et de leadership pour leur avenir à elles. Merci Pierre. Christina, est-ce que vous avez un mot de la fin, une perle avec laquelle vous voulez que les auditeurs repartent aujourd'hui ? Alors, bien sûr, je vais dire à chacune et à chacun qui nous écoute que chacun et chacune est l'acteur et l'actrice du changement de demain et que quel que soit notre rôle, à toute petite échelle, c'est le petit colibri qui apporte l'eau. Et je voudrais vraiment qu'on reparte avec cette idée que l'égalité, contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, ça n'est pas un problème, ça n'est pas non plus une partie de la solution, mais c'est la solution à tous les grands enjeux du XXIe siècle. Rien que ça. Un grand merci. Notre émission L'économie au service de l'homme touche à sa fin. Mais avant de vous dire au revoir, c'est l'heure de votre chronique sur l'intelligence collective. Anne vous livre des trucs et astuces et expériences que nous valorisons dans notre association le CJD pour être plus intelligent à plusieurs que seul. Anne, c'est à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 12e chronique sur l'intelligence collective, sur le sujet « Et les femmes dans tout ça ?» À l'occasion de la journée des droits des femmes, une chronique consacrée donc à l'apport des femmes à l'intelligence collective. Car les femmes ont été et sont toujours précieuses en la matière. Tout d'abord parce que 3 femmes ont fait faire un bond à la compréhension de l'intelligence des groupes. Anita Woolley, dont j'ai beaucoup parlé, professeur associé en comportement organisationnel, a prouvé en 2010 l'existence d'un QI de groupe. En d'autres termes, oui, certains groupes sont très intelligents et d'autres relativement stupides quand il s'agit de résoudre un ensemble de tâches de nature assez variée qui inclut notamment un jeu de dames contre ordinateur. Amy Edmondson, 2e grande dame, professeure de management à Harvard, a démontré que la sécurité émotionnelle comme norme de groupe était un facteur clé dans la progression des équipes.
Et si vous remontez le fil de mes chroniques pour accéder à la 9e, vous verrez que ces travaux sont au cœur du programme Google Rework sur la performance des équipes. Au passage, la responsable du projet Aristote, qui a donné naissance à Google Rework, était elle aussi une femme. Elle s'appelle Julia Rosowski. Il est également temps de vous présenter ma 3e grande dame, une nouvelle chercheuse, qui a elle aussi apporté sa pierre à l'édifice de l'intelligence collective. Française cette fois, Estelle Michinov est professeure de psychologie à l'université de Rennes 2. Elle a travaillé sur le concept de mémoire transactive, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir et dont je défends qu'il est une composante essentielle de l'intelligence collective. Anita Woolley et Estelle Michinov ont elles aussi démontré que la présence de femmes dans les groupes améliorait la performance de ces groupes. Anita Woolley a prouvé que l'intelligence du groupe était directement corrélée à son intelligence émotionnelle et en conséquence directement corrélée à la présence de femmes. En effet, dans les groupes de Woolley, les femmes avaient en moyenne une sensibilité émotionnelle plus élevée que celle des hommes selon la mesure du test de Baron-Cohen. Et donc, plus on mettait de femmes dans les groupes, plus on augmentait la sensibilité émotionnelle des groupes. Et le résultat était que les groupes étaient plus intelligents. Je vous ai dit tout cela dans ma 3e chronique sur l'intelligence collective. Attention, je ne dis pas que nous, les femmes, sommes par nature plus sensibles émotionnellement. Ma conviction personnelle est que l'acquis a beaucoup à voir avec cela, car nous sommes élevées, filles, avec des injonctions silencieuses de devoir tenir compte des autres, de les prendre en considération. Et que l'on élève les garçons avec d'autres injonctions qui ne leur permettent sans doute pas de développer au mieux ces talents. Estelle Michinov, quant à elle, a étudié la mémoire transactive et elle a démontré que les groupes uniquement composés de femmes étaient plus performants sous cet angle. Les femmes, nous dit-elle, sont plus coopératives que les hommes. Et là encore, pas de déterminisme biologique, mais une éducation, des orientations sociales différentes selon le genre. Donc là, on est très loin de ces stéréotypes sexistes qui veulent que les équipes de femmes se crêpent le chignon. Messieurs et mesdames, mettez donc systématiquement des femmes dans vos équipes, vous les rendrez meilleures, plus performantes dans la résolution des tâches qui leur sont confiées. Et ne vous trompez pas sur l'apport de chaque salarié aux tâches collectives, car il est démontré qu'il existe un biais de genre dans les entreprises, mis en évidence par 3 enseignants-chercheurs du Babson College et de Wharton. Vous trouverez leur article dans la Harvard Business Review qui m'inspire souvent, celui de janvier à février 2016 intitulé « Surcharge collaborative overload ». Leurs travaux montrent que nous ne savons absolument pas identifier ceux qui collaborent de ceux des salariés qui ne le font pas. Ainsi, seuls 50% des salariés réellement contributeurs en matière de collaboration sont perçus comme performants. Nous loupons 50% des salariés qui contribuent et pire, nous évaluons comme contributeurs à la performance collective et donc collaborative des salariés qui en réalité ne sont absolument pas collaboratifs. Et c'est pire quand il s'agit de femmes. Les collaborations des femmes sont dévalorisées de 14% par rapport à celles des hommes. En d'autres termes, non seulement nous nous trompons souvent sur les salariés qui collaborent vraiment, mais nous nous trompons encore plus quand il s'agit des femmes. Et nous ne sommes pas encore au bout du chemin de l'égalité femmes-hommes, même si un bout a déjà été parcouru. À très bientôt. Et nous voilà déjà à la fin de cette émission L'économie au service de l'homme consacrée à l'égalité des sexes. Un grand merci à Christina Lunghi, qui est fondatrice d'Arborus et experte internationale de l'égalité professionnelle. Merci à l'équipe de Radio Clapas 93.5 et aux jeunes dirigeants du CJD. Aujourd'hui, nous étions avec Sandrine et Pierre, avec qui on éclaire un bout d'économie responsable tous les mardis à 17h. Retrouvez les replays sur radioclapas.fr, sur la chaîne YouTube du CJD Montpellier et aussi maintenant sur toutes les plateformes comme Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcasts, iTunes, etc. Prenez soin de vos proches et de vous.